Serena, 34 ans. Voici son histoire. Je m'appelle Serena. J'ai 34 ans et le jour où ma sœur s'est tenue devant 200 invités, incapable d'expliquer pourquoi les lumières de la salle de réception venaient de s'éteindre, j'étais assise sur un balcon d'hôtel à Lisbonne, à regarder le soleil se coucher sur le fleuve pendant que ma fille dormait à l'intérieur. Je n'ai pas ressenti de culpabilité. Je veux être honnête là-dessus. J'ai ressenti quelque chose de plus proche du soulagement. Ce genre de sensation qui survient après des années à porter un poids trop lourd trop longtemps et qu'on finit par déposer au sol avant de s'en éloigner. Mais laissez-moi commencer par le début, parce que si je ne vous raconte que la fin, vous ne comprendrez pas ce qui s'est réellement passé. Ma sœur cadette, Tienne, a 29 ans. Elle a toujours été celle que ma mère présentait en premier. Celle dont les photos ornaient le mur du salon. Celle dont les petits amis avaient droit au dîner protocolaire et à la belle porcelaine. En grandissant, j'ai appris à ne pas le prendre personnellement. Je me disais que chaque famille a son rythme et que c'était simplement le nôtre. J'étais l'aînée, la stable, celle qui gérait les choses. Diane était celle qu'on aimait regarder. Ça allait. Pendant longtemps, ça allait vraiment. Ce qui a changé, c'est l'argent. Il y a 3 ans, Diane a rencontré un homme nommé Clifford. Sa famille possède de l'immobilier commercial dans 2 États. Le genre de personne qui parle de rénovation comme si tout le monde avait une seconde propriété à rénover. Le genre de personne qui demande où vous avez passé l'été comme s'il s'agissait d'un verbe. Diane est tombée immédiatement et totalement sous le charme de ce monde. Et elle voulait que notre famille s'y intègre sans la moindre fissure visible. J'étais la fissure qu'elle voulait le plus dissimuler. Je suis mère célibataire. Ma fille, Nora, a 6 ans. Son père et moi nous sommes séparés avant sa naissance et je l'ai élevée seule depuis le début. Je dirige aussi un petit cabinet de conseil financier stable. J'ai 4 clients d'entreprise de longue date et un revenu régulier que j'ai bâti avec soin pendant 8 ans. Rien de tout cela n'était visible aux yeux de la famille de Clifford. Ce qu'ils voyaient, c'était une femme sans mari, avec une jeune enfant, vivant dans un appartement loué du côté le plus tranquille de la ville. Diane s'était assurée que c'était tout ce qu'ils verraient jamais. 18 mois avant le mariage, ma mère m'a appelée à 9 heures un mardi matin. Elle ne m'a pas demandé comment allait Nora. Elle ne m'a pas demandé comment allait le travail. Elle m'a dit que Diane avait besoin d'aide et que j'étais la seule de la famille à avoir la flexibilité financière nécessaire. Le lieu que Diane avait choisi pour son mariage était un domaine historique en périphérie de la ville. Grand escalier, jardin privé. Le genre d'endroit qui exigeait un acompte non remboursable de 12 000 $, rien que pour réserver la date. Ma mère a prononcé ces mots avec douceur, mais sans hésitation. On a besoin que tu mettes ça sur ta carte. Je lui ai demandé si Diane savait qu'elle m'appelait. Ma mère a dit oui. Je lui ai demandé si Diane comptait me rembourser. Il y a eu un silence, puis elle a dit « On est une famille, Serena ». C'était ça, la réponse. Ce silence, puis ces 4 mots. J'ai payé. J'ai aussi payé la compte du traiteur 4 mois plus tard, la première facture du fleuriste, et 2 mois de frais de coordination des prestataires qui sont devenus ma responsabilité sans que personne ne me le demande formellement. Au total, j'ai versé 61 000 $ pour ce mariage. Pas un seul paiement n'a jamais été reconnu par Diane directement. Pas un dollar n'a jamais été évoqué comme un prêt ou un plan de remboursement. L'argent partait discrètement et devenait simplement partie intégrante de la célébration qu'elle construisait pour elle-même. Si vous avez déjà vécu une situation similaire, vous savez déjà ce que je veux dire quand j'affirme que l'argent n'était même pas la partie la plus difficile. Le plus difficile, c'est que personne ne remarquait rien. Ou plutôt, ils remarquaient puis choisissaient de ne pas trop y penser. Parce qu'y penser aurait exigé d'en parler. Et en parler aurait rendu les choses inconfortables. Diane n'a jamais dit merci. Elle disait des choses comme « Je savais qu'on pouvait compter sur toi ». Et « Tu as toujours été si pratique », du même ton qu'on emploie pour complimenter un bon appareil électroménager. Ma mère faisait écho. Ma tante, qui était au courant des paiements,
a dit un jour au téléphone que je maintenais la famille unie, et je me souviens être restée immobile, les yeux fixés au plafond après avoir raccroché, à me demander quand exactement j'avais accepté ce rôle. Le courriel est arrivé un jeudi après-midi. J'étais à mon bureau entre deux appels. L'objet disait « Logistique du week-end du mariage, à lire attentivement ». Je l'ai ouvert en m'attendant à un horaire ou des détails de stationnement. C'était une liste. Diane l'avait rédigée sous forme de puce, ce que j'ai trouvé étrange pour quelque chose adressé à sa propre sœur. Le langage était formel d'une manière qui semblait délibérée, comme si elle l'avait écrit ainsi pour pouvoir dire ensuite qu'elle avait simplement voulu être organisée. Le premier point indiquait que Nora n'était pas invitée à la cérémonie ni à la réception. Diane écrivait que l'événement était réservé aux adultes et qu'elle espérait que je comprendrais. Mais en dessous, elle avait ajouté une phrase que je n'ai pas oubliée. Elle écrivait que la famille de Clifford avait certaines attentes concernant l'atmosphère de l'événement et que des enfants issus de situations familiales non conventionnelles pourraient constituer une distraction. J'ai relu cette phrase 2 fois, puis j'ai posé mon téléphone face contre le bureau et je suis restée immobile un moment. Elle n'excluait pas seulement ma fille, elle en expliquait la raison. Elle mettait le motif par écrit, et le motif, c'était que Nora, par le simple fait d'exister, par le simple fait d'être ma fille, risquait de l'embarrasser devant des gens dont elle avait décidé que l'opinion comptait plus que tout. Les points suivants de la liste basculaient dans ce que je ne peux décrire que comme des exigences financières formelles déguisées en langage familial. Elle attendait que je règle le solde final du lieu, qui avait augmenté depuis l'acompte initial. Elle attendait que je m'occupe d'un bloc de chambre d'hôtel pour les invités venus de l'extérieur, de son côté à elle, désormais présenté comme « notre côté ». Elle mentionnait une contribution pour la lune de miel sur un ton qui la présentait comme allant de soi. Le dernier point me concernait spécifiquement. Elle écrivait que, par souci de cohérence dans la présentation des invités, elle me demandait d'arriver à la réception séparément du groupe familial principal, de m'asseoir à une table du fond avec certains de ses collègues de travail et d'éviter de mentionner ma profession aux proches de Clifford, sauf si on me le demandait directement. Elle ne voulait pas semer la confusion sur la situation financière réelle de notre famille. Elle me voulait là comme une présence, pas comme une sœur. Je ne l'ai pas appelée. Je n'ai pas appelé ma mère. Je suis restée avec ce courriel pendant 2 jours. Puis j'ai appelé mon avocate. Elle s'appelle Patricia et elle gère mes contrats d'affaires depuis 6 ans. J'avais structuré tous les paiements aux prestataires du mariage à travers une fiducie de paiement que nous avions mise en place discrètement, par commodité administrative. Mon nom n'apparaissait dans aucun contrat de prestataire. Le cabinet de Patricia figurait comme contact administratif. J'avais fait cela à l'origine parce que ma mère m'avait demandé de rester en retrait, et j'avais accepté sans vraiment réfléchir à ce que cela impliquait. Maintenant, je comprenais exactement ce que cela impliquait. Cela signifiait que je tenais tous les fils. Patricia m'a expliqué calmement et clairement les options. Si je retirais l'autorisation financière avant que le paiement final ne soit traité, les prestataires étaient en droit contractuel de suspendre leurs services. Le contrat du lieu comportait une clause spécifique sur les délais de paiement confirmés. Si le solde n'était pas reçu avant le vendredi précédant l'événement, il pouvait libérer la date. J'ai tout écouté. J'ai posé quelques questions. Puis je lui ai dit que j'avais besoin de 24 heures pour réfléchir. J'ai récupéré Nora à l'école cet après-midi-là et je l'ai emmenée au petit restaurant italien près de chez nous qu'elle adore. Je l'ai regardée manger des pâtes et me raconter quelque chose qui s'était passé à la récréation, un désaccord au sujet d'un jeu, déjà presque résolu au moment où elle me le racontait. Elle était totalement insouciante. Elle n'avait aucune idée que son nom était apparu dans une liste à puces rédigée par sa tante pour expliquer pourquoi elle n'était pas la bienvenue quelque part. J'ai pris ma décision quelque part entre le pain et l'addition. Ce vendredi-là, j'ai rencontré Patricia et signé l'autorisation de retrait. L'engagement financier de la fiducie envers le domaine et 3 des principaux prestataires a été formellement révoqué à effet du samedi matin, 7 heures. Le mariage devait débuter à 14 heures cet après-midi-là. J'ai réservé 2 billets pour Lisbonne ce soir-là même. Nora n'était jamais allée en Europe. Elle posait des questions sur les avions depuis des mois.
J'ai fait nos valises sur 2 soirées tranquilles pendant qu'elle dormait, et j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis longtemps. J'avais l'impression de prendre une décision pour nous, et non plus autour de nous. Le vendredi soir, je me suis rendue au domaine. La répétition touchait à sa fin. Diane se tenait près de l'entrée du jardin, dans une robe pâle, riant avec quelqu'un de la famille de Clifford. Elle était radieuse et absolument certaine que le lendemain se déroulerait exactement comme prévu. J'avais apporté une carte, juste une petite enveloppe. À l'intérieur, un mot manuscrit disait « J'espère que tu obtiendras exactement ce que tu as construit. Je ne serai pas là demain, et mon soutien non plus. Prends soin de toi, Diane. » Je l'ai glissé dans son manteau, accroché près de l'entrée, et je suis partie sans parler à personne. Notre vol décollait à 6h45 le samedi matin. Nous avons atterri à Lisbonne en début d'après-midi, heure locale. J'ai rallumé mon téléphone pendant que Nora choisissait quel sac porter à l'arrivée. Et les notifications ont commencé à arriver, les unes après les autres. Appel manqué de ma mère, message de ma tante, 2 messages vocaux d'un numéro que je ne reconnaissais pas, qui s'est avéré être quelqu'un du service événementiel du domaine, puis un message de ma mère qui disait simplement « Serena, qu'est-ce que tu as fait? » Pas une question, une affirmation. J'ai écouté le message vocal du domaine. La voix de la coordinatrice était professionnellement calme, mais indéniablement urgente. Elle disait que la confirmation de paiement qu'ils attendaient n'était pas passée et qu'ils devaient parler au titulaire du compte avant de pouvoir poursuivre l'installation. Elle disait cela sur le ton de quelqu'un qui avait déjà fait ce genre d'appel auparavant. D'après ce que j'ai pu reconstituer plus tard grâce à ma tante, qui m'a appelé 4 fois ce soir-là et m'a finalement jointe le 3e jour, voici ce qui s'est passé au domaine ce samedi-là. Vers 10 heures du matin, la directrice événementielle du lieu avait informé la mère de Clifford qu'il y avait un blocage sur le compte. Vers midi, le personnel du traiteur avait suspendu l'installation en attendant la confirmation du solde restant. Vers 13h30, alors que les invités commençaient à arriver, les portes de la salle principale étaient toujours fermées. La famille de Clifford a commencé à poser des questions auxquelles Diane ne pouvait pas répondre. L'argent avait toujours provenu de ce qu'elle décrivait vaguement comme des ressources familiales. Quand on l'a pressée de questions, elle n'a pu nommer aucun compte. Elle n'a pu produire aucune confirmation de paiement. Elle a appelé ma mère, qui a appelé sa propre banque et découvert qu'elle n'avait rien qui s'approchait du montant nécessaire. Elle a appelé ma tante. Elle a appelé 2 cousines. Diane a finalement trouvé mon mot dans la poche de son manteau vers 13h50. Ma tante m'a dit que Diane s'était assise sur un des bancs du jardin et n'avait pas bougé pendant plusieurs minutes. Clifford se tenait à proximité. Sa mère se tenait un peu plus loin. Ma tante m'a dit que l'expression sur le visage de cette dernière n'était pas de la colère. C'était quelque chose de plus tranquille et de plus définitif que la colère. Le mariage n'a pas eu lieu ce jour-là. Le domaine a été formellement libéré de ses obligations en vertu de la clause de paiement. Les prestataires ont tout remballé. On a dit aux invités qu'une situation imprévue était survenue et que l'événement était reporté. Personne n'a donné d'explication plus claire que cela, parce qu'il n'y en avait pas qui n'exigeaient pas d'admettre ce qui se passait réellement. Clifford et Diane ne se sont pas séparés immédiatement. Cela est arrivé 6 semaines plus tard, discrètement, après une série de conversations auxquelles je n'ai pas participé et dont je n'ai pas de détails de seconde main. Ma tante m'a dit que la famille de Clifford avait des questions financières auxquelles Diane ne pouvait pas répondre clairement. C'est tout ce que je sais. Ma mère m'a appelé 11 jours consécutifs. J'ai laissé la plupart de ces appels basculer sur messagerie. Quand j'ai finalement répondu le 12e jour, elle ne criait pas. Elle était épuisée, d'une manière que je reconnaissais, parce que j'avais déjà entendu cette fatigue précise dans sa voix bien des fois auparavant. Elle apparaissait généralement après l'effondrement de quelque chose qu'elle avait fait semblant de croire stable. Elle m'a demandé pourquoi je n'avais pas simplement parlé à Diane. Je lui ai dit que je l'avais fait. Je lui ai dit que le courriel était la conversation. Je lui ai demandé si elle l'avait lu. Elle a dit que Diane lui en avait parlé et qu'elle pensait que Diane aurait pu mieux formuler les choses.
C'était toute la distance entre ce qui s'était réellement passé et ce que ma mère était prête à voir. Je lui ai dit que je l'aimais. Je lui ai dit que j'avais besoin de temps. Je lui ai dit que je ne discuterais pas davantage de tout cela ce jour-là. Puis, j'ai raccroché et je n'ai pas ressenti la culpabilité précise à laquelle je m'attendais. J'ai ressenti quelque chose de plus proche de la fatigue, cette fatigue propre qu'on ressent après qu'une chose est enfin terminée. Nora et moi avons passé 9 jours à Lisbonne. Nous avons marché le long du fleuve. Nous avons pris un tram jusqu'en haut de la colline et contemplé la ville depuis une terrasse, en mangeant des pastilles de nata l'après-midi. Elle m'a demandé une fois, le 5e jour, pourquoi nous étions venus ici plutôt que d'aller au mariage de tante Diane. Je lui ai dit que nous avions besoin d'un voyage, juste toutes les deux. Elle a accepté cela complètement, puis est passée à des questions sur le dîner. Les enfants sont tellement plus résilients que les adultes ne le pensent, surtout les enfants qui ont toujours su que la personne à côté d'eux leur porte réellement attention. Je suis rentrée et j'ai repris le travail. Mes clients m'attendaient. Mon emploi du temps n'avait pas changé. L'appartement était calme, exactement comme je l'avais laissé. Je n'ai pas contacté Diane. Je ne l'ai pas contactée depuis. Je ne sais pas ce que je lui dirais si elle m'appelait, mais elle ne m'a pas appelée. Ma tante me dit qu'elle vit chez ma mère pour le moment, en train de régler certaines choses financières et personnelles. J'espère qu'elle trouvera sa voie. Je le pense sans aucune mise en scène derrière ces mots. J'espère sincèrement qu'elle construira quelque chose de réel. Voici ce que je sais. J'ai passé des années à me faire toute petite pour que ma présence ne complique pas l'image de quelqu'un d'autre. J'ai payé pour des choses que personne n'a jamais reconnues. Je suis restée silencieuse dans des pièces où mon nom était la raison pour laquelle tout fonctionnait. Et quand on m'a finalement demandé, par écrit, de m'effacer complètement et d'amener ma file quelque part comme un fardeau, quelque chose en moi s'est achevé. Pas dans la colère, dans la clarté. J'ai 34 ans. J'ai une fille qui sait qu'elle est désirée. J'ai un cabinet que j'ai bâti sans l'aide de personne. J'ai une vie modeste, mais véritablement mienne. Je n'ai pas détruit le mariage de ma sœur. J'ai arrêté de payer pour quelque chose auquel je n'avais jamais réellement été invitée. C'est différent. Et je pense que, quelque part, quand le bruit retombera, elle comprendra exactement ce que cela signifie. Si vous avez déjà été la personne qui maintenait tout en place, en silence, pour des gens qui n'ont jamais pensé à demander ce que cela vous coûtait, j'aimerais vous lire en commentaire. Et si c'est votre première visite ici, prenez un instant pour vous abonner. Je lis tout.